Ce que je vous propose, c'est que chacun d'entre vous vous présentiez et vos qualités, vos parcours et peut-être pourquoi vous êtes là. On va commencer par ça. C'est marrant. Non, mais tu prends celui-là. Allô. Excusez-moi, je suis surveillé par la droite et encadré par la gauche. Donc j'ai le plaisir d'être Michel Paolucci. Je suis un des associés du cabinet KPMG en France. Et qu'est-ce que je fais? Je suis un associé très impliqué, on va dire, dans le développement de la culture de l'innovation, chez nous et chez nos clients, bien sûr. Et pourquoi je suis là? Parce qu'on a fait une rencontre formidable, d'abord avec Dominique, puis son organisation, et que j'ai trouvé tout à fait légitime par rapport à nos activités, d'essayer de porter une toute petite pierre et modeste à l'échange que nous allons avoir. C'est vraiment sérieux depuis. Bonjour à tous. Donc je m'appelle Alain Roussel, je suis le président de Service Plan France. Service Plan est une agence indépendante mondiale qui réunit à peu près 4000 personnes maintenant dans 25 pays. Et dans l'organisation française de Service Plan, il y a une dizaine d'entreprises avec des managers partenaires sur l'ensemble des métiers de la communication. On va revenir tout à l'heure à ça. Ça fait 32 ans que je fais ce métier. Il ne m'a pas déçu, je n'en suis pas blasé. Je suis très enthousiaste de parler des sujets de mutation qui sont à la fois une opportunité géniale et nécessaire dans nos organisations. Moi, j'ai mon micro. Bonjour à tous. Donc, je suis Christophe Danet. Je suis un peu le petit poussé, puisqu'en fait, aujourd'hui, je dirige une structure que j'ai montée il y a 1 an et demi. Après un parcours assez important, presque bientôt 30 ans, dans les grands groupes WPP, Havas et dernièrement Omnicom. Et donc, du coup, je suis là pour faire partager ma structure qui s'appelle Digital Makers. Fait 2 choses simples. Un, tout ce qui est lié à la stratégie digitale, donc comment les annonceurs peuvent être accompagnés au plus près des plans de communication sur le digital, parce qu'on sait que c'est pas évident et pas simple. Et la deuxième chose qui est assez corollaire de la première, qui est la pédagogie et la formation. Et je pense que c'est aussi l'une des raisons qui m'a poussé à venir témoigner à l'événement de Dominique, parce que justement, je pense que beaucoup de sujets tournent autour des hommes, et on parle digital, on parle de formation. J'ai vécu de l'intérieur, donc j'essaierai de vous partager mon expérience, que ce soit chez Havas, quand je gérais des budgets comme Orange, ou chez Omnicom, pour essayer de convaincre des annonceurs d'investir dans le digital. Et on en revient toujours à la même chose, c'est comment on apprend et comment on fait apprendre des choses, et en l'occurrence, des choses liées, parfois pas toujours faciles à comprendre. Et je pense que le terrain de jeu des agences de com est souvent intéressant à avoir, puisqu'on est souvent targué d'être des sociétés innovantes, qui proposent beaucoup d'innovation. Et souvent, on est parfois les plus mal chaussés comme cordonniers. Donc, il n'y a qu'à voir, par exemple, les comptes Twitter de pas mal de groupes qui travaillent dans ce sujet-là. Donc, ça, c'est un vrai sujet. Voilà, donc c'est aussi partager ces éléments-là avec vous. Bonjour, Serge Biscard, je suis directeur général adjoint de Digitas France. Digitas, c'est un réseau purement digital de 7 à 9 000, ça dépend des jours, de collaborateurs dans le monde. Et on a la particularité faire partie du groupe Publicis. Donc je pense que je suis là à 2 titres, peut-être pour vous expliquer comment une agence digitale et profondément digitale, qui n'a toujours été qu'une agence digitale et d'une taille conséquente, navigue dans cet univers des agences de communication. Et puis aussi peut-être au travers du groupe Publicis, qui est en train depuis quelques mois et quelques années d'entamer une révolution profonde. Vous expliquer comment un grand groupe de communication aussi peut s'adapter à cet univers qui change. Bien, Jean-Pierre, tu sais, Jean-Pierre, avant que je te repasse la parole, on m'a dit c'est très national ton truc. Alors, mais toi, tu n'as pas le droit de parler. C'est très national ton truc. Et puis, tu peux parler des acteurs internationaux et mondiaux. On va en parler au cours de cette table ronde, parce qu'effectivement, vous êtes tous, je dirais, à dimension internationale, sinon mondiale. Et on a été approchés, et j'en suis flatté, par DJI. Et Olivier, tu es là, non? Tu es là. On a été sollicité par DJI, qui est leader mondial. Il va expliquer en quoi il est leader mondial. Et je voulais faire cette petite parenthèse pour montrer que, bien sûr, la dimension internationale reste un vrai sujet, qu'on regarde de très près ce qui s'y passe, même si nous sommes davantage observateurs qu'acteurs, et ce qui ne remet loin en cause, bien sûr, toutes les valeurs France que l'on souhaite porter. Olivier, tu as un pitch de 4 minutes.
et tu vas nous dire qui tu es. Très bien. Donc, j'ai un micro ici ou... Merci Dominique, merci beaucoup pour cette invitation et bonjour à tous et à toutes, on s'est peut-être croisés. Alors déjà, quand tu me demandes de m'introduire, c'est vrai que je travaille aujourd'hui pour une entreprise tech chinoise. J'ai avant travaillé pour des entreprises françaises comme Peugeot, en Chine d'ailleurs. Je devais retourner en Chine et là, le hasard fait que finalement j'ai été tenté de travailler pour une entreprise chinoise tech qui change un peu la donne aujourd'hui, qui s'appelle DJI. Et voilà, j'aimerais déjà savoir si quelqu'un connaît DJI. Enfin, j'imagine que quelques personnes, surtout qu'on a un petit stand à côté. Ok, je vois quelques mains levées. Donc c'est vrai qu'on arrive depuis quelques années ici en Europe. Et quand je vous dis qu'on change la donne, je vais vous expliquer un petit peu comment avec ma petite présentation. Voilà. Donc, en fait, je vous mets juste un film. Ça vous montre un petit peu ce que DJI fait en termes d'innovation. Vous avez compris ce qu'on fait. Et juste pour en revenir à l'innovation, puisque c'est le cœur du thème aujourd'hui, donc DJI a été fondé par Frank Wang il y a 10 ans, qui était étudiant à Hong Kong. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un lui a offert un jour un hélicoptère radiocommandé. Qu'est-ce qu'il a fait avec? Voilà, il l'a craché en fait. Puis il s'est dit, c'est quand même dommage, un si beau jouet, de le cracher comme ça. Qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer? Donc voilà, c'était un ingénieur. Il s'est dit, je vais développer un contrôleur de vol. Puis, il a mis ça sur un quadcopter et l'industrie du drone est née. Donc, c'est une histoire de passion, d'innovation, et c'est ça qu'il a porté, et c'est ça qui fait vraiment partie, comme beaucoup d'entre vous, de ce qui vous anime chez vous, les créatifs, les annonceurs. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? Voilà. Voilà. Donc, aujourd'hui, après avoir fait voler son quadcopter, il s'est dit, je vais mettre une caméra dessus. Et puis, il a découvert que c'était une perspective complètement nouvelle. Ça l'a ouvert sur d'autres mondes. Ça a changé la carrière de beaucoup de photographes, de beaucoup de vidéastes et encore beaucoup d'industries. Voilà. Donc, aujourd'hui, DJI a 9000 employés. On a 8000 sur ce slide, mais il y en avait 6000 l'année dernière. Il y a une croissance assez fulgurante. On a une présence globale. Et un quart des personnes sont en R&D. Donc, quand on parle d'innovation, bien sûr qu'on parle aussi de R&D. Et tous ces produits que vous voyez là, donc pas seulement des drones, mais des caméras qui sont aussi utilisées à Hollywood ou dans les studios ici en France, tous les journalistes aussi ont nos Osmo, des petites caméras de stabilisation, sont aussi des produits qui n'existaient pas il y a 10 ans. Donc le I de DJI, encore une fois, veut dire innovation. Voilà, je finis juste avec cette dernière photo, qui est un collègue à nous qui a la chance d'habiter à Hawaï, qui s'appelle Randy, et qui a fait cette photo qui illustre vraiment, encore une fois, ce qu'on peut faire avec cette techno qui n'était pas possible avant. Typiquement, vous avez la baleine qui aurait été effrayée, il y aurait eu des vagues. Lui-même qui prend la photo là, je pense qu'il aurait chaviré aussi. Et voilà, donc je trouve que cette image est assez parlante. Voilà, donc merci pour votre écoute. Et puis peut-être que je vais brièvement montrer un produit pour vous le montrer en live sur l'écran derrière moi. Si la technique me le permet, bien sûr. C'est une Apple TV aussi. Donc voilà, merci. Merci Dominique, je te laisse parler. Merci. Avant de t'applaudir, on attend de voir ce que tu vas nous faire découvrir, parce qu'il ne faut quand même pas qu'on rigole. Hein. Alors, un drone. En fait, donc le drone, les drones sont chouettes, surtout les caméras qui sont des caméras 4K. Et du drone, d'avoir une caméra 4K, c'est super, mais encore faut-il la stabilité. Donc si vous volez au-dessus de l'aiguille du Midi ou au calanque de Cassis, il ne faut pas forcément le faire, mais vous pouvez quand même. Attendez, là, je vais changer la technique. Hop. Je passe sur... Si l'Apple TV le veut bien. Pardon? Ah, ça y est, je crois que l'Apple TV se réveille. Bon, bah, si ça ne veut pas le prendre, ça ne prendra pas. Allez. Tu m'as dit que ça marchait. Ça marche, ouais. Alors. Bon.
T'essayes, on continue avec Jean-Christophe et dès que tu le sens, Ouais, ça marche, ok. Là, ce que je vais faire dès que ça passe, je vais me mettre. Allez, ouais, désolé. Merci quand même Merci. Adrien, pour ta présentation. Merci. Mais on n'en fait pas plus, pas trop. Voilà. Tu lances quand tu veux. Il y a plusieurs choses là qui sont intéressantes. La première, quand on a lancé, moi je représente tous mes camarades de la commission innovation hein, qui œuvrent avec moi, il y en a certains dans la salle. Quand on a lancé l'innovation dans l'Observatoire Comédia il y a 4 ans, on a parlé de décloisonnement. Quand on voit les gens qui sont venus, les plus de 700 personnes qui sont venues aujourd'hui, ils sont tous très très décloisonnés. On a abordé beaucoup de sujets de décloisonnement. Et je vais faire une mauvaise transition parce que je suis fatigué, c'est le soir. Vous dites que le futur est possible et vous prenez de la hauteur. Donc on va interroger chacun de nos amis sur cette notion d'avenir en fait des acteurs de la communication. On a un petit peu structuré notre débat autour de 3 thèmes. Un thème qui est lié à notre business parce qu'on est tous entrepreneurs, qui est le pragmatisme. Un thème sur les ambitions qu'on se donne chacun dans différents domaines. Et un 3e thème qui est l'innovation, mais aussi l'imagination. Donc je vous propose chacun de commencer votre démonstration par rapport à votre vision de l'avenir. Qui veut commencer? Alain? Allez, vas-y. Oui. Non, je voulais dire au jeune homme de DJI que j'ai les mêmes problèmes régulièrement en presse, hein, donc c'est pas très grave. Ça va bien se passer. En fait, moi, j'ai pris le sujet non pas en termes de vision, mais en termes de pratique. Parce que je pense qu'on n'est jamais aussi bon quand on fait des conneries, et éventuellement qu'on en tire les leçons, et en tout cas qu'on s'applique à soi-même ce qu'on raconte aux autres. Donc je vais un tout petit peu vous raconter comment moi je prends ce sujet, je prends les 3 dimensions en même temps en fait, hein, pragmatisme, ambition et innovation. Donc comme on parle d'un thème général qui est entreprendre autrement, on va dire, hein, c'est ça le sujet, la première manière de raconter notre histoire et mon histoire, c'est de dire il n'y a pas d'innovation valable si elle n'est pas sur le core business. Ça c'est le premier point. Parce que sinon, on devient schizophrénique, on en parlait tout à l'heure, et ça n'a aucun sens, et on déstructure des organisations, on va dans le mur, etc. Bon. Donc notre core business à nous, puisque Service Plan est une organisation de communication, on va dire, il est d'abord essentiellement autour de la marque. Tous nos métiers convergent, globalement, enfin pour synthétiser, autour des enjeux qui concernent la marque, par tous les bouts. Donc, c'est ça le sujet de nos innovations, premièrement. C'est comment fait-on encore mieux notre métier autour de cette fameuse marque. La deuxième chose, c'est que pour servir la marque et pour bien servir la problématique de nos clients, il y a un binôme permanent qui sont les consommateurs et la marque avec ce que ça veut dire d'interaction. Donc, ça veut dire qu'on a constamment un jeu de jambes sur... Peut-on connaître mieux les consommateurs par tous les bouts possibles, sans rentrer dans le détail, mais qui ils sont, où ils vont, où ils consomment, quels médias consomment-ils, quels sont leurs centres d'intérêt, leurs freins, leurs motivations, enfin, tous les sujets qui nous permettent de mieux les connaître, que ce soit les consommateurs passés, les ex-consommateurs, les consommateurs présents, les consommateurs futurs, etc. Il y a un deuxième lien qui est important, qui est le lien entre ces consommateurs et la marque, qui est un lien plus sensible. Et il y a un troisième enjeu, qui est le business des consommateurs avec la marque. Donc tous nos métiers convergent autour de ça. Notre rôle, pour faire simple, et c'est le rôle de l'ensemble des acteurs dans la communication, c'est de contribuer à 2 choses fortes. C'est la première chose, peut-on contribuer davantage et mieux à la contribution économique des marques, quand je dis marque, c'est enseigne, entreprise, qui nous sont confiées. Donc la contribution économique. Valeur, contribution auprès des partenaires distributeurs, etc., etc. Le deuxième point, c'est la contribution émotionnelle, puisque la marque est un actif qui permet de fidéliser, etc. Bon, toutes des choses que vous connaissez déjà. Donc les enjeux d'innovation dont je peux vous parler sont les enjeux d'innovation qui concernent tous ces sujets-là. Quels sont les grands enjeux de demain, de présent, d'aujourd'hui et de demain? Comment arrive-t-on à agréger toutes les techniques de communication autour de ces 2 objectifs avec des moyens qui sont à disposition, qu'il faut qu'on arpente mieux, parce qu'ils ouvrent des voies d'efficacité au niveau de ces 2 contributions beaucoup plus grandes que dans le passé. Le premier moyen, c'est de devenir tous, dans nos organisations, digital capables. Parce que tout le monde fait du digital, mais tout le monde n'est pas capable. Donc comment l'ensemble de nos organisations deviennent toutes
digital capables. Le deuxième point, c'est comment nos organisations deviennent data capables. Parce que la révolution des data, on parle, alors, je ne vais pas être incantatoire, hein, mais on voit tous les jours à quel point ça change nos business et le business de nos clients. Bien, mal, etc. Tout le monde l'appréhende avec beaucoup d'erreurs, peu de succès, mais c'est normal, c'est très empirique. En tout cas, nous-mêmes, nous appliquons à nous-mêmes cet enjeu de devenir data capable dans tous nos métiers. Donc, notre enjeu à nous, c'est ça. Qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que nous faisons dans nos organisations? Nous avons 3-4 grands principes autour de ça, avec comme objectif et comme ambition, donc j'en viens, ça c'est le pragmatisme, mais j'en viens à l'ambition. L'ambition consiste à dire, y a-t-il un moyen organisationnel, de process, de manière de fonctionner, qui permet d'allier le meilleur de l'analytique, le meilleur du sensible et le meilleur de la technologie utile. Sachant que ça veut dire qu'on a autour de la table des gens qui ont des langages différents. Algorithmiciens, statisticiens, stratèges, data analystes, gens d'études, marketeurs, financiers, etc., etc. Eh bien oui, c'est possible, avec 2-3 choses à mettre en place, on va dire. Un principe d'autorité, qui est, à un moment donné, le mouvement doit être donné. 2, des principes de formation permanente, parce qu'on en parlait tout à l'heure, même pas peur existe, c'est-à-dire qu'en gros, il y a une vraie crainte à embrasser, on va dire, ce potentiel génial. Donc il faut accompagner le maximum de gens pour qu'ils puissent le faire. 3, obliger à l'intégration permanente, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de silos, même si on a des entreprises. Quelqu'un peut être pilote un jour sur un chantier et ressource à un autre moment, en permanence. On crée des équipes d'équipes tout le temps. On travaille en monde ouvert, même si le cœur du dispositif est un dispositif intra, on va dire. On a toujours possiblement des experts, des partenaires extérieurs, etc., qui viennent aussi nourrir la réflexion. Et tout ça dans un process extrêmement calandé entre des kick-offs, des bouclages intermédiaires, avec des apporteurs de matière, des gens qui pilotent, la même personne qui pilote, la personne qui décide et qui prend le risque de la décision. Voilà. Je pourrais après rentrer dans d'autres détails, mais pourquoi fait-on ça? Parce que ça veut dire que si nous-mêmes, on décilote réellement, si nous-mêmes, on est en mutation avec tout ce que ça veut dire de difficultés, de changement de cap, en même temps d'enthousiasme, d'opiniâtreté, etc., on peut parler à nos clients d'accompagnement sur ces sujets-là. Et à ce sujet, pour ceux qui étaient là tout à l'heure, on a donc monté sur ce modèle ce qu'on appelle la maison de la data, qui est donc un système totalement ouvert de production d'outils transversaux sur les enjeux de data pour l'ensemble de l'organisation, qui fait que nos comportements au quotidien changent, que nous apprenons quotidiennement les enjeux de la data de manière compréhensible et que nous pouvons conseiller nos annonceurs sur cet accompagnement-là en permanence. Voilà. Après, on pourra rentrer dans d'autres détails, mais en gros, ça n'est pas une vision, c'est une pratique quotidienne qui, je pense, est relativement efficace. Merci Alain. Notre rôle. Christophe. Moi, il y a des points sur lesquels je rejoins Alain, mais j'avais envie de vous dire une chose, c'est un peu plus cru, mais le digital, ça a foutu bien le bordel dans les organisations. Et c'est moi qui le dis pour en avoir monté. En fait, ça, c'est un vrai sujet. Et un sujet dans les agences de com en particulier, puisqu'en fait, ça a eu un effet, ça a accéléré le temps. Et en fait, on est souvent dans un moment où en fait, ça a obligé l'ensemble de ces acteurs, quel que soit leur niveau d'intervention, à être dans ce qu'on appelle dans une obligation de résultat versus une obligation de moyens. Le changement du paradigme, il est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les annonceurs, les acteurs demandent aujourd'hui une efficacité. Et sur le digital, on voit même à demander à ce que les formats publicitaires soient excessivement vus, par exemple, à hauteur de 100%, alors qu'on ne demande pas à la presse ou à la télé à ce que les spots soient vus à hauteur de 100% des individus qu'il est censé toucher. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, le niveau d'exigence a changé, change le paradigme. Et donc, du coup, cette obligation de résultat emmène finalement notre écosystème vers autre chose, vers d'autres notions, vers une agilité qui est obligatoire. Les modèles qu'on a eus, qui ont été créés il y a très longtemps, puisque la communication, ce n'est pas un métier finalement jeune, même s'il est pratiqué souvent par des jeunes, c'est cette volonté de passer finalement à une agilité. Et ça, c'est peut-être parfois, c'est ce que je disais en introduction, on est souvent un petit peu les cordonniers les plus mal chaussés. On essaie de monter dans le train qui va parfois très très vite,
Même parfois, on arrive à avoir des annonceurs qui peuvent en savoir même plus que ce que l'agence peut savoir. Je provoque un petit peu, mais c'est aussi la logique dans laquelle on s'inscrit. Ça, c'est aussi important. On voit bien aujourd'hui que les talents digitaux sont excessivement difficiles à trouver. Donc, le sujet de la formation, comment je forme mes équipes, mais comment je les entretiens. Donc ça, c'est des choses qui sont relativement importantes dans l'esprit de toutes les équipes, qu'elles soient marketing, qu'elles soient comme RH, que ce soit même sur la DSI. Je vois bien aujourd'hui que la DSI, les RH sont autant impliqués dans les sujets de data que Alain évoquait, puisque en fait, ça a à la fois des dimensions légales. Et en fait, le digital, c'est une manière ça a désilluté complètement nos organisations. À un point même où même certains acteurs dont ce n'était pas le métier à l'origine se permettent de le faire. On suppose même que Google, aujourd'hui, pourrait imaginer à remplacer tout l'écosystème. Diable que non, parce que je pense qu'il y a encore pas mal de talents à droite à gauche. Sur ces éléments-là, c'est pas mal. Serge ? Je suis très d'accord avec ce que tu viens de dire sur le fait que le digital a foutu le bordel un peu dans ce monde-là. Par contre, moi, je trouve que ça a été incroyablement long, quoi. Quand on réfléchit, moi, ça fait 20 ans que je travaille dans le domaine du digital. Tout ce qu'on connaît aujourd'hui, c'était déjà là il y a 20 ans. Enfin, la data, la connaissance fine de tout ce qui se passe, le tracking, tout ça, ça existait depuis le temps zéro. Et ça a quand même mis 20 ans à vraiment changer les choses. Et on est juste en train de se dire que ça fait 2-3 ans vraiment qu'il y a des prises de conscience et que ça switch. Et moi, je trouve ça, c'est quelque part, ça y est, enfin, mais c'est quand même super frustrant, quoi. Parce qu'il en a fallu du temps pour que les choses bougent vraiment à un niveau un peu plus important que les embryons qu'on était avant, les combattants du digital qui essayaient d'affirmer une voix qui était loin d'être majoritaire. Donc ça a changé complètement. Et mon point de vue à moi, c'est que c'est parce que ce modèle, ce métier de la communication a été tellement drivé par le média, donc l'argent. Et tant que le média et l'argent, il allait principalement dans les médias classiques, il n'y avait pas de vraie raison. On trouvait ça sympa de faire du digital. Mais en même temps, on se disait, je m'en fous, moi, mon argent, je sais où il va, je sais à peu près, je sais que si je balance tant de GRP, j'ai des ventes qui augmentent de temps, donc c'est bien, tout va bien, quoi. On va expérimenter le digital, mais restons sur des modèles classiques sur lesquels on est secure. Donc le switch, maintenant, ça y est, il est arrivé, mais le switch maintenant, et ce que j'espère, c'est qu'on va sortir d'une logique de la communication qui est drivée par les médias à une communication qui est drivée par les usages et par l'utilisateur, ce qui arrive. Et voilà, et la vraie révolution, elle est là. Elle est dans le fait qu'aujourd'hui, l'enjeu de nos métiers de la communication, c'est d'arrêter le pouce quand il est en train de switcher des écrans ou des contenus sur un mobile. Et c'est le seul enjeu. Aujourd'hui, le média, il est principalement digital. Aujourd'hui, la consommation du digital, elle est principalement mobile. Donc le focus, il est hyper clair. Donc ça, vraiment, maintenant, on y est vraiment, quoi. On y est vraiment dans le switch des usages et de la manière de penser. Et on va balayer un peu la poussière qui subsiste encore dans certains couloirs. Jean-Pierre, tu voulais ajouter un mot? Oui, moi je voulais juste intervenir. Alors en 2 mots, Jean-Pierre Géraud, j'ai la casquette du comité Richelieu, donc plutôt entreprise innovante, version techno, industrie, software. Puis j'ai une casquette un peu communication, puisque Publish Room, je suis cofondateur, et dans le domaine du livre d'entreprise, et édition. Et c'est intéressant parce que, alors je reviens sur ce qui vient d'être dit. D'abord, je trouve qu'effectivement, le monde de la communication, par rapport à la vitesse de changement du monde numérique, c'est quand même, entre guillemets, extrêmement lent. Et dans le domaine que je côtoie, moi, je vais vous donner le domaine que je côtoie le plus, qui est le milieu de l'édition. C'est à mourir de rire. Quand vous voyez, je dirais, comment réagit le monde d'édition, qui est un premier secteur culturel, hein, quand même 5,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires global en France. Hein, donc première activité, entre guillemets, non pas de communication, mais de biens culturels. Vous êtes sur un monde qui fonctionne comme il y a 30 ans, quoi, grosso modo, quoi. Pas plus, pas moins qu'avant, quoi. On s'agite un peu, on fait un peu de prose, on protège son marché, on protège son modèle surtout. Et puis voilà. Donc, je pense que globalement, dans le domaine de la communication, le regard extérieur que à la fois je peux avoir du domaine que je côtoie, qui est vraiment les entreprises industrielles, les technos, où on est sur des déflagrations techno. En 2-3 ans, on a déjà fait une génération, etc. Vous regardez le modèle des médias et de la communication, franchement, on voit bien qu'il y a un retard.
considérable. Et les problématiques qui sont posées, si je parle 30 secondes sur les problématiques qui, à mon sens, sont posées aujourd'hui, c'est que les modèles économiques des communications, comme des médias d'ailleurs, étaient relativement figés. Et tant qu'ils n'étaient pas, on va dire, bousculés comme l'ont été d'autres grands domaines techniques, industriels ou autres, bah finalement, il n'y avait pas de raison de changer. Et un des piliers des modèles des médias, c'est quand même la notion de régie, quoi. Enfin, vous vous rappelez tous qu'on était dans le modèle 2000. On a un visiteur qui a un panier, donc je multiplie par le nombre de visiteurs l'âge du capitaine, j'ai la valorisation de la boîte. On était un peu sur la problématique, je dirais, d'un modèle économique très figé qui était sur la bande passante, le trafic et la valorisation d'un trafic. Donc le modèle de régie. Bon. Alors ça a été transposé dans le domaine du numérique, de l'Internet, qui a raflé une partie de la mise sur tout ce qui est, je dirais, pub, etc. Le problème, il n'est plus là aujourd'hui. Le problème n'est plus un problème de régie. Le problème de la communication, moi je vais vous le dire, c'est d'apporter de la valeur ajoutée à la chaîne de valeur du client, qui lui-même, je vous rassure, il n'y a pas que dans le média ou la communication que le numérique a foutu la merde, c'est que lui-même est confronté à une transition digitale et qu'il faut que la communication qu'il a vis-à-vis de son écosystème soit pertinente et productrice de valeur. Donc, la problématique n'est pas ce que la communication doit faire en matière d'évolution par rapport à une transition digitale, c'est qu'est-ce qu'elle doit produire pour permettre à ses clients eux-mêmes de se confronter à la transition digitale auquel ils sont confrontés. Prenez SNCF, Blablacar, dans le schéma directeur de la SNCF il y a 5 ans, je peux vous assurer qu'ils n'avaient pas vu que Blablacar était un concurrent potentiel parce qu'on était dans un mode collaboratif, un mode de plateforme, etc. Pour autant, la communication, je prends la SNCF volontairement parce qu'il soit le plus éloigné possible de notre métier, du métier qu'on côtoie. La problématique, c'est comment, dans ma communication donc de la SNCF, je vais pouvoir apporter de la valeur et servir la valeur stratégique de mon entreprise. Voilà. Je le positionne plutôt en ces termes-là. Ok. Alors, on m'a dit, mais qu'est-ce qui fait Michel Paolucci dans ton truc, là, à la com? Pourquoi tu nous fais venir KPMG? Encore ces cabinets d'audit? C'est quand même fatigant. On les a. Alors, les grands donneurs d'ordre m'ont dit, oui, bah, KPMG, c'est les auditeurs. Très bien, parfait. C'est des gens très respectables, très respectés. Oui, exagère pas. Très respectables, très réservés. Et puis, quand on creuse, moi, il y a un point qui m'interpelle. On en parle beaucoup avec Jean-Christophe. Et ça fait plusieurs années qu'on en parle à la commission innovation. On voit pointer les grands cabinets, les Accenture, les KPMG, les Deloitte, les EY, et qui tous commencent à regarder le monde de la communication et à pénétrer le monde de la communication par des opérations de rachat. Quand on sait qu'Accenture est le 5e groupe mondial aujourd'hui de communication, vous le savez? Accenture, 5e groupe mondial. Tiens, c'est curieux. Et puis, quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe sur le plan des ressources et des talents, on voit que certains grands cabinets que je ne citerai pas, il n'y a que toi que je citerai, mon Michel. Tu es gentil. Eh bien, on voit qu'on décapite les boîtes de la tête de leurs dirigeants qui ont le know-how pour les recruter au sein de leur même structure pour probablement faire quelque chose. Et puis quand on regarde ce qui se dit dans la presse internationale et notamment américaine, on constate que de toute façon, la stratégie de ces 5 grands ténors, c'est indéniablement d'appréhender le monde de la communication. Les dernières publications, on a parlé avec Christophe et avec Jean-Christophe, on suit ça de très près. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train de bouffer le monde de la com. Alors, Michel, je suis un peu choqué que tu viennes bouffer le monde de la com. Donc, tu es bienvenu quand même chez nous dans le monde de la com. Sache-le. Mais c'est quoi tes ambitions? Écoute, si je te parlais de mes ambitions personnelles, mais ce n'est pas l'objet, tu serais vraiment au cœur du sujet que tu as abordé, à savoir le pragmatisme et l'ambition, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Alors, plusieurs propos, je ne vais pas être trop long parce que je suis connu pour être très bavard et on a du mal à m'arrêter, mais je sais que Dominique y arrivera. Mais peut-être essayer d'articuler par rapport à ta remarque 3 points de vue. D'abord, moi, je n'ai pas de scoop à annoncer. Je ne suis pas le président international de KPMG. Si j'avais un conseil à lui donner, mais il ne me le demandera point,
Je pense que déjà, et tu le disais tout à l'heure, la première des choses, c'est d'être assis fortement déjà sur ses propres métiers avant de vouloir bousculer un univers qui est lui-même très bousculé. Ça veut dire que pour moi, en tout cas, si j'avais à faire la stratégie du groupe au plan mondial, mais ce qui n'est pas le cas, je dirais déjà, on a beaucoup à faire, et en vous écoutant, parce que je ne suis pas un spécialiste, moi, du marketing et de la communication, en tout cas, je ne suis pas là à ce titre, vous vous posez les mêmes questions que se pose aujourd'hui un cabinet d'audit et de conseil au sens large, puisque le numérique, il traverse évidemment, il pose les mêmes problématiques qui sont finalement dans tous les métiers les mêmes. Il y a toujours 4 ou 5 arguments. Un, le premier qu'on oublie toujours, malheureusement, n'oublions pas qu'il y a des people dans des organisations. Et la technologie, c'est sympathique, mais si les people ne l'adoptent pas ou ne la poussent pas en usage, on ne va pas aller bien loin. Et ça, c'est la première des règles. Et en tout cas, on s'y emploie, nous, modestement, pour ne jamais oublier à travers la technologie que le people est la clé du succès. Un people confiant, un people conquérant, un people qui a de la passion et un people qui soit pragmatique. Ça, c'est la première des règles. Deuxième des règles, à ne pas oublier, la technologie, elle est partout aujourd'hui. C'est pas la peine de dire, et elle arrive lentement, vous avez raison, hein, je souscris complètement. Moi, je suis pas tout jeune, même si mon aspect fait un peu enfantin. J'ai commencé à travailler aux États-Unis en 1992, en Silicon Valley. J'avais déjà à l'époque une petite start-up, on n'appelait pas ça comme ça à l'époque. Finalement, je suis retourné quelques années plus tard, 10 ans plus tard, 20 ans plus tard. Alors certes, il y a plein de technologies, on en parle beaucoup, il se passe plein de choses, mais en réalité, tout ceci, vous avez parfaitement raison, existait déjà, ça s'appelait autrement. La sémantique est peut-être moins une bonne communication au marketing, mais ça existait déjà. Donc la technologie, on la trouve, et on la trouvera toujours. Simplement, aujourd'hui, ça s'accélère. Et il y a un troisième élément important, avant d'essayer de répondre à ta question, c'est le temps. Il y a un rapport au temps qu'on veut oublier probablement, mais moi qui viens d'un bassin lointain très industriel, l'Est de la France, qui a beaucoup souffert d'ailleurs au passage, et j'ai vécu en tant qu'enfant, puis en tant qu'adulte, opérant un certain nombre de restructurations notamment, je me suis toujours dit, par rapport à ce rapport de temps, j'ai gardé une phrase que m'avait appelé mon grand-père qui était agriculteur. Il m'a dit, Michel, il ne sert à rien de tirer sur les feuilles d'une plante, elle ne pousse pas plus vite et tu ne fais que la déchirer et la tuer. Donc l'homme, le rapport au temps, la technologie partout et la capacité à coopérer. Parce qu'on est concurrents, on est partenaires, etc., etc. Alors est-ce que les grands, comme tu le dis, mettront la main sur le marketing et la communication? Moi, je n'en sais rien. Ce que je sais, pour avoir été patron d'une start-up ou d'une toute petite entreprise, il y a des règles de base, et tu les rappelais très bien, dans le business. Soit je crée de la valeur et de la promesse client dans la chaîne de la valeur. En tant qu'acteur de la filière communication, et évidemment, j'existerai demain avec ambition et agilité, soit je ne crée pas de valeur, et évidemment, naturellement, on n'achète pas un service, quel qu'il soit, s'il n'a pas de valeur et qu'il ne crée pas de la valeur dans la chaîne de la valeur. Bon, ça, c'est une règle de base, c'est pas de l'économie, c'est une règle de base dans toute entreprise. Donc, moi, ce que je me dis quand j'observe les acteurs qui sont, et tu les connais beaucoup mieux que moi, Dominique, vous avez une chance inouïe finalement dans la filière, si on peut parler de filière de communication. Il y a quelques gros, peut-être des nouveaux demain, je ne sais pas. Mais il y a un tas de petits et moyens acteurs très agiles. Il faut qu'ils jouent avec, j'allais dire tout simplement, leurs atouts. Leurs atouts, c'est quoi? D'être entrepreneur, c'est important. Hein. On l'est un peu moins quand on est dans des structures de 200 000 personnes, a priori. Même si on est très coopératif, très ouvert, très open, ce que vous voulez. Mais en réalité, on est entrepreneur dans une petite et moyenne structure. On a le sens du client et du risque. Et donc, on n'a pas froid aux yeux, on n'a peur de rien. Moi, j'ai jamais eu peur de rien dans une petite, dans une moyenne, dans une très grande structure. Enfin, qu'est-ce que j'ai? La seule chose que je puisse craindre, c'est la santé. Si je n'y prends soin, me dit mon épouse, mais pour le reste, il n'y a pas de raison de craindre qui que ce soit et quoi que ce soit. Tout est possible et ça, c'est l'ambition. Mais il faut le faire avec méthode. Parce que l'innovation, c'est pas juste se dire, il y a des technologies partout, il y a des concurrents partout, il y a des clients partout. À un moment donné, il faut, et pourtant Dieu sait que je ne suis pas connu pour être le plus organisé d'entre tous, dans un métier comme celui de KPMG où on est très régulé, très organisé, très processé, mais on évolue aussi positivement de nos propres atouts. Eh bien, moi, je me dis que le pragmatisme, c'est ce que je vous ai raconté. Il y a des concurrents, il y a des technologies, il y a de la promesse de valeur, il y a tout ce que vous voulez. L'ambition, c'est si on est bon, on existera toujours, quel que soit le chemin. Et le chemin, tu l'as décrit, c'est le thème de toute ta journée qui est formidable, le chemin de l'innovation ou de l'imagination. Qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Être agile, c'est pas juste un concept. Hein. Je dois trouver les solutions par observation de ce que je vois. Que je sois petit, grand ou moyen. Les technologies, je les trouve, les partenariats, je sais les trouver, et quand je suis bon, j'arrive à convaincre n'importe qui. Les clients en premier, j'arrive à créer de la valeur, et c'est pas un problème d'être petit, moyen ou grand international. Simplement, il faut apprendre à être, confiant en soi, et ça, on revient sur le people,
Et la confiance, c'est la base de tout. Hein. Sinon, on a toujours les mêmes lunettes qui ne changent jamais. Là, aujourd'hui, j'en ai. Hier, j'en avais pas, je crois, sur la photo. Bon, ben voilà. Donc, on doit être capable de s'adapter intelligemment aux choses. Être agile, c'est cela. Et puis, moi, je vois plutôt un grand avenir aux petites et moyennes structures qui doivent coopérer avec les grands. Et pas les grands qui seraient les grands seigneurs qui viennent acheter, absorber, diluer. Ben, ça, c'est fini. On n'est pas dans ce monde-là. Enfin, les gens ne sont pas à acheter ou à vendre. Je pense sincèrement qu'on doit être responsable. Et être responsable, c'est savoir coopérer. Et en tout cas, nous, KPMG, modestement, de ce que je puis dire, en France, c'est sûr, parce que je dis tous les jours, mais je pense bien au-delà de la France. Notre modèle, c'est un, se consolider dans nos métiers qui se transforment fortement. Et deux, évidemment, d'être capable de discuter avec nos clients qui ont des problèmes de toute nature, d'avoir des points de vue sur tout. Je dois être capable d'avoir un point de vue sur la communication et le marketing, la stratégie, l'organisation, la supply chain, etc., etc., de mon client. Est-ce que pour autant, j'ai besoin de réaliser tous ces métiers? Je ne crois pas. Je peux jouer une carte d'agilité en coopération. Il sait faire des choses que jamais je ne saurais faire. Eh bien, travaillons ensemble. Merci. Eh bien, on parlera de coopération après. C'est un sujet qui, Jean-Pierre et moi, nous sommes chers. Peut-être en réaction à cela, Alain, en quelques mots, pour réagir sur la vision notre ami, Michel. Ouais. Non, mais on l'a évoqué avant, donc il a pas tout dit là. Mais si vous faites les préparations... Il laisse au milieu d'un trou béant, oui, parce qu'il que a la réponse. Pour aider juste que vous un attendez point... peut-être tous, éventuellement. Jean-Pierre. Parce qu'il n'a pas répondu à ta question. Quand même. Non, il répond pas à ma question. Non, mais ça, c'est un truc de rhétorique, ça. C'est pour ça que la réaction est compliquée, parce que tu as posé une question, il n'a pas répondu. Quand même. Oui, mais il est très fort. Non, mais attends, mais on va y revenir, parce que moi, je ne peux pas croire. Moi, je ne peux pas croire. Michel, tu n'as pas tout dit. Alors, de toute façon, c'est pas possible. Je ne peux pas croire que autant de velléités. Je ne peux pas croire que telle position, telle que celle de tes confrères, 5e groupe publicitaire mondial, qui était inexistant dans le paysage il y a quelques années. Ça veut bien dire quelque chose. Ou alors c'est moi qui n'ai rien compris. Et je suis alerté. On est un peu en veille de temps en temps. L'observatoire, c'est quand même notre job. Hein, et on voit des cerveaux qui partent. Et c'est comme par hasard, ils partent toujours chez les mêmes. Ou alors c'est moi qui ne comprends rien, ce qui est tout à fait possible. Et même probable. Donc tu ne nous as pas tout dit. Alain, t'en penses quoi, toi? Non, ce que je disais, c'est ce que Michel a évoqué, c'est l'histoire de l'ouverture du partenariat. Et il vous dira peut-être après de la transversalité. C'est-à-dire qu'en fait, il a beaucoup de silos dans son organisation aussi, avec beaucoup de gens qui disent la vérité, qui pensent la vérité, qui pensent qu'ils sont la vérité, et qu'à un moment donné, ce modèle doit doucement, gentiment, efficacement évoluer. Mais enfin, ça, c'est le point de vue de Michel, et je trouve qu'il a raison. Ce que je voulais faire, c'était revenir sur ce qui avait été échangé tout à l'heure. Il y a un truc qu'il ne faut jamais oublier, c'est que les groupes de communication ont évolué à la rythmique de leurs clients. Quand on revient à la discussion, je ne joue pas en défense sur ces sujets, etc. Mais moi, j'ai constaté longtemps, en ayant en plus créé des organisations totalement transversales, exemple la chose, où l'ambition initiale était d'avoir plus de digital que de régular, on va dire, pour faire simple, et que la demande de nos clients était à 80% de choses classiques. Et dans les boîtes les plus modernes du monde, françaises, internationales, machin. Donc, c'est ça le pragmatisme aussi. Donc, moi, je ne suis pas en train de dire qui fait quoi bien, etc. Voilà. Je crois à une chose évidente qu'on vit tous les jours, c'est que, et de toute façon, on n'a pas le choix. Le partenariat est nécessaire, notamment avec les gros. Parce qu'un gros, on le voit tous les jours. C'est-à-dire qu'on est obligé de jouer, et pour des bonnes raisons, avec Google, on est obligé de jouer avec Facebook, on est obligé de jouer avec un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas fragmentés comme les audiences maintenant, enfin comme les acteurs du monde traditionnel, on va dire. Et donc, je ne vois aucun problème à jouer avec KPMG, l'éventuelle chose que éventuellement Michel vous dira tout à l'heure ou pas, je n'en sais rien. Mais je crois au partenariat intelligent. Voilà, à condition que les organisations, chacune en tire de la valeur dans leur métier de base. Donc, ce qu'a dit Michel est une évidence. Je ne suis pas quelqu'un qui pense que, on va dire, l'ubérisation de notre métier est un danger. Je sais qu'il y a des propositions qui existent, etc., pour un certain type de clients, etc. Je crois que le partenariat où vraiment l'enjeu de la valeur est là, parce que je commence à connaître assez bien maintenant les besoins des clients, mais ça, on pourra en revenir, notamment sur les notions d'accompagnement, de durabilité dans un univers totalement fragmenté, donc de la rentabilité de l'investissement. Parce que bon, s'il faut recommencer à zéro à chaque fois, c'est un peu compliqué. Mais je crois fortement à ça. Donc, je ne suis pas du tout en contradiction. Je pourrais peut-être même être sur une proposition de partenariat éventuelle.
Je trouve ça très intéressant qu'il y ait de la concurrence, une très forte concurrence dans une catégorie. Ça veut dire qu'elle est vivace. Sinon, tout le monde s'en va. Oui, mais alors Serge, moi je me retourne vers Serge. Tout à l'heure, Serge me disait, c'est incroyablement lent. On a été incroyablement lent. Qu'est-ce qui se passe alors? Ça y est, maintenant on est arrivé, donc c'est bon. On est arrivé là maintenant. Ouais. On a atterri. Non, mais c'est savoir si on repartait encore pour 20 ans. Parce qu'à ce moment-là, il aurait fallu qu'on change un peu notre programme, Jean-Christophe. Donc, comme nous, on cherche à s'inspirer de ce qu'on va faire l'année prochaine dans les chemins d'innovation, je voudrais savoir qu'est-ce qui va se passer. Alors, ça y est, on a atterri là, 20 ans après. Ça y est, là, on y est. Donc maintenant, le vrai enjeu, c'est pour les agences de communication d'être capables d'accompagner l'innovation et surtout les usages qui sont faits de l'innovation. Parce que ce qui est quand même marrant, c'est qu'on se rend compte que je parle vraiment, je suis super concentré sur le digital, mais on a commencé avec des gros ordinateurs. Vous avez la technologie innovation, elle devient de plus en plus petite et de plus en plus invisible. Et donc l'étape d'après, c'est qu'elle est plus là. Elle est plus là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on la pilote par la voix, ça veut dire ça devient un élément naturel de notre vie. Donc le carton que fait en ce moment Amazon avec son enceinte connectée Echo, qui est un carton magistral, hein, c'est un développement fulgurant, qui n'est même pas encore arrivé en France parce qu'ils ont des problèmes à faire marcher le français en langage naturel de manière vraiment satisfaisante. Mais c'est ça le prochain truc, c'est ça, c'est la technologie, elle disparaît. C'est plus du tout un frein, donc ça va lever aussi encore les barrières qui existent pour certaines catégories de la population qui ne peuvent pas l'adopter. Et c'est là où ça va devenir réellement universel, et c'est là où ça va devenir réellement massif, et c'est là où ça va devenir un peu aussi n'importe quoi, parce que ça va bouleverser complètement, là, pour le coup, là, on va passer l'étape d'après, qui est le champ de tous les possibles, parce que tous les modèles auront explosé, les modèles classiques auront explosé, et le vrai enjeu pour une agence de communication maintenant, c'est d'être capable de s'adapter à cette technologie qui est invisible, et d'être vraiment hyper concentré sur les usages et sur ce qu'en font les gens, qui veulent maintenant pouvoir juste dire à haute voix chez eux ou n'importe où, ce dont ils ont besoin, ce dont ils ont envie pour que ça arrive. Et ça, c'est quand même une vraie bascule. Parce que là, on ne parle plus d'apprentissage, de maîtriser un outil. On parle de vivre le plus naturellement possible avec la technologie au cœur. Et ça veut dire deux choses qu'on disait tout à l'heure, que maintenant notre enjeu à tous, que ce soit des agences de communication ou des cabinets de conseil, c'est d'être capable d'accumuler la bonne donnée en permanence sur les gens qui utilisent les services et l'utiliser à bon escient en proposant de la valeur ajoutée, personnalisée. Et donc, de plus en plus, il faut qu'on soit, nous, de plus en plus intelligents dans nos approches, dans nos constructions de services, dans nos accompagnements de marque, parce qu'il faut vraiment c'est fini un peu la paresse de la communication qui appliquait des méthodes bien rodées que tout le monde pouvait facilement appréhender et répéter. Il faut qu'on soit beaucoup plus intelligent maintenant, beaucoup plus. Jean-Pierre, tu voulais rajouter un mot? Oui, non, moi je voudrais réagir un peu sur ce que dit Michel et même Serge, mais d'abord pour revenir sur ce que dit Michel, c'est intéressant de mettre le people, j'irai en premier, parce que quand on écoutait les grandes conférences de Davos il y a 10 ans, le manager disait, moi je suis là pour produire la valeur à mon actionnaire. Et puis 5 ans plus tard, il disait, moi je suis là pour produire la valeur à mon client. Et puis aujourd'hui, les mecs disent, bon, mais moi je suis là parce que en fait, je voudrais bien que ça produise la valeur à mes collaborateurs, qu'ils soient motivés, qu'ils soient impliqués, et que c'est par leur implication et leur motivation qui vont me permettre de me différencier, de devenir meilleur. Modèle un peu Google, hein, c'est-à-dire je donne 20% à mes collaborateurs pour qu'ils innovent, carte blanche et force de proposition. Donc on est sur un mode qui en 10 ans a fondamentalement changé dans le mode capitaliste de ce que l'on attend ou qui est finalement l'actionnaire, parce que le client est actionnaire, le collaborateur est une forme d'actionnaire, etc. Et donc, on est sûr qu'il y a un déplacement sur l'actionnariat. Alors, pour revenir aussi à ce que dit Serge, quand je regarde, moi, le côté un peu techno de ce qui s'est en train de se préparer, vous dites on vient d'arriver, oui, enfin, on vient d'arriver, sauf qu'il y en a une autre qui est en train de se préparer, c'est quand même l'intelligence artificielle. Il faut quand même être conscient que, alors ça, ouais, on le voit moins en France, et puis c'est encore quelque chose qui est relativement souterrain, mais les grands enjeux de la transition digitale des 5 prochaines années, c'est l'éruption de l'intelligence artificielle, associée dans le domaine industriel à la robotique. Ça, c'est-à-dire que c'est 30 à 40% des jobs de cadres qui sont quelque part remis en cause. Et pour moi, il y a un changement, une évolution de paradigme dans le domaine de la communication, qui est que la communication doit être aussi quelque chose qui va être tourné vers l'interne, c'est-à-dire vers le collaborateur autant que vers le client.
Parce que finalement, on va avoir un problème à gérer. C'est bien sûr d'apporter une valeur à ses clients, mais aussi on va être confronté à une problématique de s'adapter soi-même à une communication interne. Christophe, oui, un mot. Moi, il y a un point sur lequel je voulais revenir parce que je n'étais pas tout à fait d'accord avec le fond du core business. Effectivement, c'est une zone de confort. Et en fait, l'innovation, c'est sortir aussi de sa zone de confort. Et à un moment donné, effectivement, tant que le produit ou le service crée de la valeur, tout va bien, Madame la Marquise, on y va, ça roule, etc. Mais à un moment donné, on voit arriver des gens, on ne les a pas vus arriver d'ailleurs, et bang, ils ubérisent, même si on n'aime pas trop ce terme, ce marché-là. Il y a des exemples qui sont assez légion là-dessus. Moi, je crois aujourd'hui que l'innovation que peut apporter la techno et le digital doit justement nous faire repenser la manière dont on réfléchit et on est abreuvé de méthodos, de techno, etc. Donc ça, c'est un point essentiel. Je suis d'accord, l'humain est certainement la clé de voûte de tout le système. Et si on n'a pas une acceptation du sujet, je vais raconter juste une petite anecdote. Il y a presque 20 ans, je discute avec un annonceur en lui parlant d'un truc formidable qui commençait à se faire. Et je lui dis, voilà, il y a un truc, c'est génial, il faut faire de l'Internet. Donc l'annonceur, à l'époque, je crois qu'il vendait des pellicules photo et des appareils photo. D'accord ? Et il me disait, non, mais je lui dis, voilà, c'est génial, il faut aller sur un truc, ça s'appelle Google. Et il faut vous tapez un mot-clé et il vous donne toutes les réponses de pas mal de choses. Bon, je raconte un peu rapidement. Il dit, mais je m'en fous, moi. Je m'en fous, j'ai les pages jaunes. Si j'ai besoin de trouver un truc, je ouvre les pages jaunes et je les trouve. Alors ça vous paraît hyper anecdotique aujourd'hui, mais en fait, aujourd'hui, plus personne ne remet en question ce modèle-là de la recherche, d'avoir accès à de l'information. Donc on voit bien qu'on a évolué dans nos mentalités. Il faut faire évoluer les gens aussi dans leur manière d'être et dans la manière dont ils conçoivent leur job, tout leur job. Donc ça, c'est aussi un point essentiel dans la transformation et dans l'innovation. Vous ne créez pas d'innovation parce que vous allez mettre un geek dans un coin en disant « vas-y, trouve-moi le produit génial, etc. » Les techniques de gros hacking, tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui sur le marché, nécessitent à un moment donné de créer une disruption, créer une autre valeur sur le sujet. D'accord ? Ça, c'est un vrai sujet. Et l'innovation, enfin, je vais citer un peu de littérature d'Oscar Wilde qui disait que le progrès, c'est l'accomplissement des utopies. Et en fait, dans cette logique-là, je trouve que quand on porte une vision, telle que par exemple le digital, à l'époque, les fondateurs de Google, ils avaient une vision sur le sujet. Ils ne pensaient pas créer Alphabet aujourd'hui. Il ne faut pas leur prêter toute cette attention-là. On peut même parler de Steve Jobs. C'est-à-dire que si à un moment donné, il n'avait pas dire bah, tiens, on va faire des téléphones, mais pourquoi faire des téléphones ? Ils vendaient des ordinateurs. D'accord ? Donc moi, je trouve qu'aujourd'hui, il faut sortir de sa zone de confort. Et ça, c'est un point à sujet. Et ce qui est compliqué, c'est d'arriver à faire sortir les collaborateurs de leur zone de confort, parce que c'est là l'enjeu. Et ça s'apprend dès l'école. Il y a un sujet vraiment d'éducation là-dessus. Moi, j'enseigne au MBA, MCI, à Léonard de Vinci. Le hashtag, comme le citait Alain, c'est hashtag même pas peur. Je vois des marketeurs, des gens qui sont en reconversion, dont des gens qui ont 10 ans de boutique dans le marketing, me disent « Oh là là, tu crois que je peux tweeter ?» Mais je dis « Vas-y, fonce, mais vas-y. » Ça, c'est un vrai sujet. Ok. Alors, un petit point simplement. 30 secondes. Sur la question du core business. Si aujourd'hui, on n'envisage pas ce métier en se disant que la data nous permet de mieux connaître les consos, leur parcours, le machin, si on ne s'intéresse pas au DMP, au CR, enfin des mots à la con, hein. Tout ça, c'est des mots pas intéressants, mais ça nous parle à nous, DMP, CRM, PRM, et tous ces sujets qui sont des sujets sur lesquels les clients nous demandent des choses. Donc, je parle bien du core business. Le core business a évolué. Donc la zone de confort, j'en ai rien à foutre, c'est pas le sujet. Le core business de mes clients aujourd'hui consiste à me dire « Alain, j'ai 100, qu'est-ce que je fais ? Pour faire quoi ? Quel KPI ? Quelle est la différence entre le fait que la mesure est un absolu et le fait que ce soit vraiment efficace ? Parce que le numérique a amené un truc qui m'intéresse, hein, parce que ça crée le doute en permanence, qui est la mesure de l'efficacité est beaucoup plus importante que la qualité de l'efficacité. Parce que ça peut se mesurer. D'accord ? Donc, tous ces chemins-là sont des chemins qui m'intéressent à nouveau. Je n'ai pas de critique à faire. Mais mon core business a évolué radicalement depuis 10 ans. Et c'est génial. Et donc, ma zone de confort, elle n'existe pas. Mais si je ne réponds pas à ces questions clés de mes clients aujourd'hui, pour mieux y répondre encore demain, en créant de la valeur, etc., mais je suis mort. Et si je fais à côté, en disant, je vais faire un partenariat technologique sur un truc d'innovation qui ne me sert pas dans mon core business, je détruis mon organisation. C'est ça que je veux dire.
Donc ça n'empêche pas les partenariats, et on va changer de lieu, et on va faire du coworking avec des startups, des machins, parce que je les aurais sélectionnés pour être très proches de mon core business, et pour qu'elles grandissent en même temps que je grandis, et qu'on travaille vraiment ensemble. Mais ça ne peut pas être le centre de mon imagination, de mon pragmatisme et de mon ambition première. Mais ça n'empêche pas que tous les jours, je dois innover et être omnubilé par ça. Et ça n'est pas incantatoire, c'est une pratique. Voilà, c'est ça que je voulais simplement préciser. Non, vous êtes gentil. Moi, je peux que abonder, ce serait tout ce qui est dit, puisque j'ai cru comprendre que je n'avais pas répondu à ta question. Et pourtant, tu me connais. Je ne suis pas connu pour être langue de bois. Hein, moi, je suis plutôt... Non, alors deux choses peut-être. Deux choses, et c'est peut-être un témoignage. Le premier témoignage personnel qui est, non pas une synthèse, je n'aurais pas cette ambition, mais qui, je crois, illustre bien ce que mes co-intervenants ou les co-intervenants ont dit. Moi, j'ai retenu une phrase de Oscar Wilde qui disait « Tu dois en permanence viser la Lune », alors je la transforme un peu, hein, même en cas d'échec, tu trouveras des étoiles. Voilà, ça c'est ce qui m'a guidé, je crois, et ce qui aujourd'hui me guide encore, aujourd'hui chez KPMG, naturellement. Et je pense que c'est vrai pour tous les acteurs de le métier de la communication. Que la techno s'accélère, on le sait. Que les choses soient dures, on le sait. Que l'exigence soit plus forte, on le sait, etc. Mais il y a des règles de base qui n'ont pas changé, qui étaient déjà vraies quand j'ai commencé à travailler. Quand tu es performant, tu es performant. Quand tu respectes tes clients, tu respectes tes clients et tu fais de la valeur. Quand tu respectes tes collaborateurs, tu peux être sûr que tu vas compter sur eux. Et je me rappelle d'une histoire, la première boîte que j'ai montée, et ça remonte à 20 ans, je me rappelle, j'ai eu à payer 200 000 francs à l'époque. J'étais une petite boîte, hein. J'ai failli passer à la trappe. Mon banquier, évidemment, s'est sauvé, hein, je ne l'oublie pas. Et puis, à un moment ou à un autre, il fallait que je paye les salaires. Et il me dit, la veille, il me dit, écoute, tu ne peux pas payer les salaires, hein. Moi, je ne t'autorise pas de découvert. Ah ben oui, tu n'as pas quelque chose à vendre, ta mère, ton père, Non, j'ai rien à vendre, j'ai juste mon âme. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à mes collaborateurs de ne pas être payés pendant 3 mois. Et je les ai récompensés, évidemment, en rémunérant le prix qu'ils m'ont fait, parce que c'est eux qui l'ont fait. Et pourquoi l'ont-ils fait? Pas parce qu'ils avaient un job, ils en ont retrouvé un autre. Simplement parce qu'ils avaient foi en notre projet, foi en moi probablement un peu, et qu'ils étaient simplement bienveillants avec eux, ils l'ont été avec moi. Voilà, ça c'est le partenariat avec les collaborateurs, c'est pareil avec les clients et c'est pareil avec tout le monde. Maintenant sur KPMG, pour dire ça, nous, je ne sais pas ce qu'on fera au plan mondial. Encore une fois, c'est pas moi qui le décide. Ce qu'on décide et ce qui est dans le périmètre de ce que je peux faire, il est une illustration du fait que je ne suis pas sûr qu'on fasse un jour le métier de la communication, c'est de dire, nous, on est des proactifs en gros, de la coopération. C'est notre métier. En France, KPMG, c'est quand même 70 000, 80 000 clients, des TPE, des PME. C'est le 440, bien sûr, c'est l'SBF 120, c'est bien sûr, c'est des collectivités, 6 à 7 000. Donc, en gros, on a un territoire en gros, où il y a beaucoup à faire et encore beaucoup à transformer. Notre enjeu à nous, il est très simple. C'est de se dire, on a un enjeu de transformation comme tout le monde, interne. Nos propres collaborateurs. Tu parlais tout à l'heure des jeunes, ces jeunes diplômés qui sortent des grandes écoles d'ingénieurs, de gestion extraordinaires qui composent probablement 70-80% de moins de 30 ans de KPMG. Est-ce qu'ils ont encore envie de faire le métier qu'on faisait avant? Je ne suis pas sûr. Donc, il faut leur offrir autre chose. Donc, à nous de le faire. 2, il faut donner confiance aux gens, y compris nos propres collègues, pour se transformer, pour transformer nos clients. Ça, c'est une deuxième action. Et 3, il faut travailler au plan international ensemble. Et on a beaucoup d'efforts à faire, nous, KPMG. Et de la seule initiative, tu sais, puisque tu en seras partenaire, qu'on lancera, c'est de se dire aujourd'hui, on constate que, 1, nous seuls, on ne peut pas tout changer. 2, la technologie va trop vite. 3, le monde est international. Et 4, on a toujours à gagner, à s'inspirer des compétences des autres. En réunissant ces 4 éléments de valeur, on va essayer de créer un projet collaboratif plutôt international, d'abord européen puis international, avec des tas d'entreprises, des tas de gens qui pensent différemment pour essayer de solutionner ensemble des problématiques. Je crois que c'est ça qu'on veut faire, c'est ça qu'on fait tous les jours et qu'aujourd'hui on va organiser de manière le plus correcte possible. Je ne peux pas en dire plus aujourd'hui parce que notre président ne l'a pas dit alors qu'il était sur BFM, donc c'est pas moi, modeste collaborateur, qui va pouvoir le dire, mais en tout cas c'est notre projet et ça sera le 15 juin qu'on l'annoncera à l'occasion d'un autre salon, si tu m'autorises à le dire, qui sera... Vivatech. Voilà. Bravo. Bon, je voudrais conclure. D'abord, bravo à vous. Je voudrais conclure. Merci à toi, Michel. Merci d'avoir accepté de jouer le jeu avec nous. Ce dont nous sommes convaincus, Jean-Pierre et moi, et je laisserai également dire quelques mots, c'est que, en effet, on doit être dans une logique. Allô? Tu m'as pris toute l'énergie. C'est toi qui as chaud, moi j'ai pas chaud. Non, l'enjeu, je crois qu'on essayait de traduire dans cette table ronde de clôture tout l'enjeu que portent les métiers de la communication.
Cette journée que nous avons souhaité rythmer aujourd'hui, elle était là pour poser les ambitions des entrepreneurs. Donc c'était l'énergie d'entreprendre. On a vu de très beaux entrepreneurs ce matin se présenter, être sur des marchés éminemment concurrentiels et voir qu'ils étaient en train de dépasser véritablement, je dirais, le syndrome de Google, Apple et Facebook, parce qu'ils voyaient différemment. Ils avaient compris qu'il ne fallait pas les suivre, mais qu'il fallait décaler les sujets. On a vu également qu'il fallait créer du business. Et l'accès à la commande publique, dans l'innovation, c'est possible. Et ça a été démontré là aussi ce matin, ça existe, c'est important, et ça dynamise les secteurs. Troisièmement, donc on parle de choses éminemment différentes. Troisièmement, recruter autrement. Avec Karine qui est là-bas, qui sourit. On a vu que c'était un sujet stratégique pour les entreprises, pour recréer donc effectivement de nouveaux profils, de nouveaux acteurs, savoir accompagner. Nos amis de Pôle emploi ont été formidables dans leur table ronde. Ils ont montré ô combien ils avaient envie de se mobiliser et avec des écosystèmes comme les nôtres pour véritablement penser autrement et recruter autrement, sans avoir absolument pas peur des startups, au contraire, considérant comme bienveillantes et les accueillant en leur sein. On a vu effectivement que le financement était un sujet stratégique et que ces sujets-là, ô combien ils étaient difficiles pour passer les étapes d'une toute petite entreprise à une plus grande entreprise et demain un champion et pourquoi pas une licorne. Mais peut-être ce qu'on a retenu, c'est le poumon également qui existait dans ce forum. C'est ces entrepreneurs innovants, ces startups qui ont venu rejoindre notre écosystème et je tenais à les saluer tout particulièrement. Et je crois que parfois on nous intitule l'ancienne économie, le monde de la com, hein, mon Loïc, hein, même si je sais que les industriels innovent, voilà. Je pense que les startups, elles, vous l'avez vu tout au long de cette journée, ont toujours le sourire, ont toujours le dynamique, ont toujours l'envie, sont tous des entrepreneurs. Et je crois qu'il doit nous inspirer tous pour qu'on construise avec eux, qu'on modélise avec eux, au-delà de simplement faire de la croissance, je dirais, acharnée au risque de l'échec. Je crois que c'est un peu ça qu'on a essayé de partager ensemble aujourd'hui. Moi, c'est ce que je retiens de notre journée. Et ce que je retiens également, c'est des acteurs comme vous, les grands acteurs de la communication. Vous êtes ceux qui vont contribuer à l'évolution de la communication. Mais putain, il faut aller vite. Parce que comme tu dis, Serge, putain, en 20 ans, c'était quand même un peu laborieux. Hein. Ça a été un peu dur à l'allumage. Il faut quand même le reconnaître. Donc, je pense qu'il faut que maintenant les choses changent. Et je crois que la force, c'est cette compétition, Alain, dans laquelle on est, cette zone de non-confort que tu rappelais, qui sont nécessaires, doit véritablement tous nous remettre en cause, mais au moins co-construire ensemble, au moins bâtir ensemble. Et je sais que c'est un projet qu'on porte ensemble, Michel, et que l'Observatoire portera avec KPMG. Ça, je peux le dire. Tu me dis, si j'ai pas le droit de le dire, tu m'arrêtes. Hein. Et si j'ai des conneries, là, tu me dis. Parce que je pense qu'on a besoin de s'apporter de la valeur. Nous, vous voyez, on a besoin de regarder l'international. On a du mal à regarder l'international. Hein. J'ai mon ami Gilda qui est là, de French Accelerator avec lequel on raisonne. On sait qu'on est... souvent, Jean-Pierre me le dit, il me dit effectivement, ta filière à l'international, c'est pas terrible. Hein. Eh bien, les startups, elles sont toutes mondiales. Donc, notre filière, il faut qu'on l'aide à grandir et à croître. Et je crois que c'est par des coopérations de cette nature qu'on saura le faire. C'est par des belles pratiques ainsi portées. Les startups, elles résonnent mondiales et uniquement mondiales, hein, même si elles sont sur le national. Voilà, moi, ce que j'avais à vous dire. En tout cas, je vais laisser Jean-Pierre clôturer notre débat, clôturer notre journée. C'était un très grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui. C'était un très grand plaisir de vous voir. C'était un très grand plaisir de voir la dynamique qui a existé tout au long de cette journée. On saura en tirer des enseignements. Jean-Christophe, la feuille de route devant nous est longue à construire. Il va falloir qu'on la construise. Tous les artisans donc, du groupe de travail innovation, je tenais à vous remercier véritablement. Et donc je voulais que le dernier mot arrive à Jean-Pierre et je laisserai Pascal clôturer donc, notre soirée. Très bien, très très bien. Oui. Non, moi, je voudrais juste dire d'avoir tout le plaisir que j'ai pris à travailler, d'abord à la préparation de cet événement et à y participer et à rencontrer tous ces entrepreneurs. Je crois que c'est très important. Et pour rebondir un peu sur ce qui a été dit, moi, je crois qu'il y a deux phénomènes, je dirais, qui sont intéressants et qui sont en train de se passer et dont finalement,
l'observatoire, l'écosystème de l'Observatoire Comédia et l'écosystème du Comité Richelieu sont un petit peu les témoins et dans une certaine mesure, quelque part, les passeurs. On est dans une transition digitale qui a pour conséquence une solvabilité des écosystèmes, des métiers. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce qu'on appelle le décloisonnement, un peu, limité dans son sens un peu sémantique, c'est de dire que la transition digitale nous amène à confronter finalement, non pas les petits et les grands, c'est plus, des expériences avec des métiers, des savoir-faire différents. Et les startups qui sont un petit peu ces poissons pilotes qui accompagnent tant, aussi bien les requins que les rémoras, c'est aussi, entre guillemets, c'est vrai que c'est intéressant de les voir et de les côtoyer parce qu'ils sont à l'aise un peu dans tout, dans tous les milieux, et aussi bien avec des PME qu'avec des ETI, qu'avec des grands groupes. Et c'est, je pense, qui est bien dans ce que l'on fait à travers les choix d'innovation, c'est finalement de favoriser cet aquarium d'écosystèmes d'entrepreneurs. Voilà. Et puis, le deuxième point aussi que je voudrais souligner, c'est que peut-être ce travail au quotidien que toi tu fais, Dominique, que nous faisons et que d'autres font auprès, appelons ça délicatement, les pouvoirs publics. Car une des clés du succès de l'économie des PME, du monde de la communication et du monde, de l'industrie et du service, c'est quelque part que l'État, les pouvoirs publics, les administrations s'ouvrent progressivement à ce monde-là et lui facilitent la vie. Ce matin, on disait à une table ronde que quand on investit à travers le crédit impôt innovation, le crédit impôt recherche, les subventions, 10 € dans une entreprise, c'est un petit peu ridicule de ne pas investir à minima 10 ou 20 euros en achat innovant. Et c'est ça l'enjeu pour moi. C'est une deuxième partie, c'est plus la relation des grands groupes et des PME, des startups, c'est la relation de nos écosystèmes avec finalement l'État, les pouvoirs publics, les collectivités et les quelques 100 milliards d'achats qui sont faits chaque année. Et je pense que c'est un combat qui est en train, je ne dis pas qu'on est arrivé, mais on voit bouger les lignes. Moi, j'ai côtoyé le concept du Small Business Act qu'on a porté pendant des années. On nous expliquait que ce n'était pas possible, que l'Europe, que ci, que ça. Et aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a des zones de passage à travers l'État. Et ça, je pense que c'est une des grandes réussites de ce travail de quelques années. Merci Jean-Pierre. Avant de laisser la parole à Pascal pour qu'on clôture, je voulais simplement... Oui, je voudrais qu'on applaudisse. C'est l'équipe là-bas. C'est l'équipe de l'Observatoire et qui a travaillé jour et nuit pour réaliser ces éléments. Ils ont fait un super boulot. Pascal, ça se termine. On est un peu triste. Moi, j'avais envie que ça continue, mais ça se termine. Ça s'est passé très vite. On voulait encore te remercier. Je te laisse faire le mot de clôture et je vous dis à tous bientôt. Merci infiniment, Dominique, pour cette journée absolument magnifique et en ce qui me concerne, et malgré la chaleur, extrêmement rafraîchissante. Nous permet de prendre du recul, de réfléchir. Je veux dire que je suis complètement épatée parce que quand Dominique, pour la première fois, m'a parlé de l'Observatoire de la com, j'ai dit, tu sais, moi, je ne suis pas du tout une spécialiste de la communication, ce n'est pas mon métier. Il dit, mais tu vas voir, il y a quand même des gens intéressants, il y a des choses à faire, viens donc voir. Et puis, j'ai assisté à un premier observatoire et puis... On a vu qu'on avait plein de choses à se raconter et à échanger. Et donc, quand Dominique m'a dit « mais faisons quelque chose avec l'ESCP », eh bien, là, j'étais complètement convaincue. Et ce qui m'a frappée aujourd'hui, c'est évidemment, mais ça, je le savais, c'est pas ça qui m'a frappée, c'est la haute volée de tous ces débats, la qualité des intervenants, la qualité aussi de ce qu'ont présenté les startups. Moi, j'ai été bluffée par tout un tas de propositions. Et si l'ESCP était moins pauvre et si la Chambre était plus généreuse avec nous, j'aurais acheté un certain nombre de machines, là, notamment les machines à vidéo de témoignage. Je trouve ça formidable. Enfin bon, il y avait plein d'autres choses.
Et j'ai été frappée par, en fait, tous ces débats qui vont tourner autour, non pas sur la communication ou sur le marketing au sens métier du terme, mais autour de questions fondamentalement, profondément stratégiques et que vous partagez avec l'ensemble des entreprises que nous côtoyons. Vous avez beaucoup parlé de coopération et c'est vrai qu'on a senti dans toute cette journée énormément de sincérité dans les échanges, des envies véritablement de travailler ensemble. Moi, je voudrais dire et remercier vraiment très sincèrement Dominique pour ça, parce qu'il y a une coopération aussi à faire avec les écoles et avec la formation. On est au cœur du problème, on est au cœur de l'enjeu, parce que nous formons les jeunes et puis les jeunes qui devront compter normalement, on l'espère pour eux demain. Et c'est absolument essentiel qu'on travaille ensemble, qu'on travaille avec nos chercheurs, parce qu'on est tous confrontés aujourd'hui à la même incertitude. Il ne s'agit plus de passer d'un état tranquille à un autre état tranquille à partir du moment où on a passé la barre, mais c'est un monde en perpétuel changement et on est sans arrêt, encore une fois, confronté à l'incertitude. Donc voilà, moi je suis enchantée de cette coopération. J'espère juste qu'elle va pouvoir se poursuivre longuement. On a pris plein d'autres contacts. Et j'ai commencé ce matin en disant qu'on était la plus vieille école de commerce au monde. On est né donc en 1819. Dans 2 ans, on fêtera notre bicentenaire et le plus grand bonheur que j'aurai, c'est de le fêter avec vous. Merci à vous. À l'année prochaine pour les chemins d'innovation. #3, #4. Et puis à très bientôt pour un prochain événement dès la rentrée de septembre. Les réveils de l'innovation, plein d'événements tout au long de ce 2e semestre.